Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue ici au Conseil économique, social et environnemental pour cette nouvelle journée du Parlement des entrepreneurs d'avenir. Je suis Walter Bouvet, cofondateur et directeur de publication du média Terra Eco. Et j'aurai donc le plaisir d'animer les échanges de ce premier débat avec des invités et intervenants que je vais vous présenter dans un instant. Je vais juste rappeler l'objectif de ce débat et les règles du jeu, afin que tout le monde les ait en tête. Le premier point, c'est que nous souhaitons autant que possible que ce débat soit participatif, c'est-à-dire votre participation. Donc nous vous laisserons un temps conséquent après une première série d'échanges avec les intervenants pour prendre la parole, poser vos questions, interpeller vous-même chaque intervenant. Et donc je vais demander à chacun ici qui a des tas de choses si intéressantes à raconter d'être néanmoins concis dans les réponses faites aux questions que je poserai, afin de laisser à la fois le maximum de temps aux autres et puis à vous, le public. L'objectif, au-delà des constats sur le thème qui nous est posé et que je vais vous présenter, l'objectif au-delà des constats, c'est de faire émerger des solutions, en tout cas de les identifier déjà, de voir en quoi elles sont réalistes, en quoi elles fonctionnent ou pas aujourd'hui, quelles sont leurs limites, est-ce qu'elles sont duplicables, est-ce qu'elles sont généralisables, comment faire bouger les lignes, comment engager un changement ou prolonger ou accélérer un changement de société que manifestement un certain nombre ici appellent de leur vœu. Voilà. Le thème, c'est donc, on est autour de la crise et du changement de monde. Sommes-nous en crise ? Crise économique, ça paraît à peu près évident, mais finalement, ne sommes-nous que en crise? Ou le mal est-il plus profond? Le mal est-il d'ailleurs une chance, une opportunité de changer de braquet, de changer de logiciel, de faire évoluer nos modes de vie, de production et de consommation? On a ici des institutionnels, des entrepreneurs, on va pouvoir croiser les regards et essayer de répondre à ces questions. Imaginer des solutions possibles qui déjà aujourd'hui sont en application, voir en quoi peut-être elles butent sur des freins, sur un mur parfois, et comment on pourrait supprimer ces freins, faire tomber ces murs pour accélérer le changement, à quelles conditions. Et puis voir aussi tout simplement si ce que nous pensons ici, ce qui est partagé, cette idée de changer de logiciel, dépasse le cercle de ce Conseil économique, social et environnemental, de cette enceinte aujourd'hui, si ce point de vue est partagé par la société, si la société est prête également à s'engager dans ce mouvement. Voici un petit peu les questions qu'on va essayer de poser. Et donc pour ce débat, je vais vous présenter les différents intervenants qui sont avec nous. Je vais commencer par l'aile qui se trouve à votre gauche, et donc à ma droite, Romain Ferrari, qui dirige le groupe Serge Ferrari, et je vais revenir à vous pour vous présenter un peu plus avant. Charles Kloboukov, fondateur du groupe Léa Nature. Nathalie Vautier, qui est cofondatrice d'Ekiog, la marque et le réseau de distribution de mode Ekiog. Bruno Léchevin, qui est président de l'ADEME, président récent cette année, qui a pris la tête de l'ADEME. À ma gauche, Arnaud Ventura, de Planète Finance, qui dirige Planète Finance. Et puis Monsieur Roiran, qui est secrétaire général de la fédération La Ligue de l'enseignement, et très engagé également dans l'économie sociale et solidaire. On va en reparler puisqu'il y a également une actualité sur le thème sur laquelle nous allons revenir. Alors, je commence par Romain Ferrari. Est-ce que vous avez le micro ? Bonjour. Bonjour. Moi, je représente un peu le monde de l'industrie dans le panel de cette table ronde. Donc, une ETI, une grosse PME, 650 personnes. On fabrique des membranes composites souples, des toiles qui servent par exemple à faire des toitures de grands stades ou des grandes structures tendues, des grandes tentes, ou par exemple des œuvres d'art comme la sculpture d'Anish Kapoor dans le Grand Palais, monumental, le Léviathan. C'était dans nos toiles. Et puis tout un tas d'autres applications. Votre siège est à Lyon. Donc on est franco-suisse. On n'a pas compris le modèle. Nous, on a un peu délocalisé en Suisse. Mais ça, c'est fait par achat, par intégration en amont. Et puis, on produit et surtout, on recycle aussi ces membranes en fin de vie. D'accord.
On est à peu près, donc je vous l'ai dit, 600 personnes, 140 millions d'euros de chiffre d'affaires. Très bien. Charles Kloboukov, Léa Nature, Bonjour. en quelques mots. Voilà, Bonjour. donc moi je représente l'entreprise Léa Nature que j'ai fondée il y a 20 ans, qui emploie 720 salariés, réalise 130 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous avons un parti pris, celui de nous engager en faveur de l'agriculture biologique, donc dans le domaine de l'alimentation, de la cosmétique et de la santé notamment. Voilà. Et je plaide pour une entreprise qui développe sa responsabilité environnementale et sociétale, donc un modèle de décloisonnement vers d'autres institutions ou d'autres acteurs de la cité. Une thématique que vous développez d'ailleurs dans un livre que vous venez d'écrire et de faire paraître, Itinéraire d'un entrepreneur engagé, dont on reparlera et qu'on montrera à la fin de la séance. Nathalie Vautier, Ekiog, qu'est-ce qu'Ekiog ? Bonjour, alors Ekiog, c'est une marque de mode durable, positive, que j'ai co-créée en 2004. Et en fait, aujourd'hui, j'ai envie de témoigner pour vous dire qu'en partant de rien, il est possible d'ajuster des modèles économiques, notamment dans l'industrie textile, qui est très impactant à la fois sur le plan environnemental et social. Aujourd'hui, Ekiog, c'est 43 boutiques en France et une centaine de salariés. On demeure un petit acteur, néanmoins, on a démontré qu'il était possible d'intégrer du sens, de l'écologie, de l'engagement, de l'audace dans une entreprise et qu'entreprendre en France aujourd'hui, c'est encore possible. On va y revenir, on expliquera un petit peu vos recettes, notamment votre vision de l'entrepreneuriat. Monsieur Léchevin, l'ADEME, est-ce qu'on peut rappeler l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ? Oui, le rôle de l'ADEME, et puis vous avez un parcours syndical assez important sur lequel on peut revenir également. Donc en deux mots, donc je suis le président de l'ADEME depuis le mois de mars, donc c'est relativement récent, une belle agence, un opérateur d'État, comme vous disiez, qui est en charge de la maîtrise de l'énergie et de l'environnement. Agence indépendante. Agence indépendante. C'est un opérateur d'État. Malgré tout, mais... Alors la particularité de l'agence, c'est 1 millier de collaborateurs avec une expertise dans ces métiers, avec une pensée globale et une implantation territoriale, puisque l'agence est dans les territoires. Et donc, en fait, nous avons dans notre domaine une fonction de précurseur, une fonction d'accompagnateur, de développeur et aussi de multiplicateur, puisqu'on pense globalement, il y a une interaction entre la pensée globale sur l'expertise métier et la mise en œuvre territoriale. Moi, vous faisiez allusion à mon parcours. C'est un peu un parcours atypique, plutôt un parcours de responsabilité dans l'intérêt général, qui a essentiellement été un parcours de syndicaliste dans l'énergie. Et dans la période plus récente, dans les années 2000, j'ai quitté le syndicalisme pour être dans le collège fondateur de la commission de régulation de l'énergie comme commissaire lors de l'ouverture des marchés de l'énergie. Puis j'ai été aussi délégué général du médiateur avant de devenir président de l'ADEME au mois de mars et de rejoindre cette belle agence qui est présentée comme le bras armé de la transition énergétique et écologique. Donc on est totalement dans le sujet aujourd'hui. On va en reparler dans quelques instants. Arnaud Ventura, vice-président de Planète Finance. Planète Finance en quelques mots. Donc moi j'ai cofondé Planète Finance il y a 15 ans. Ça a beaucoup évolué en 15 ans. Planète Finance est aujourd'hui un groupe qui est actif dans le métier de la microfinance ou de la finance responsable. On a un peu plus de 2000 salariés qui travaillent dans 40 pays. On a plusieurs activités. Une activité de gestion de fonds. On gère un peu plus d'1,5 milliard d'euros qu'on prête à près de 400 institutions de microfinance. On gère nous-mêmes des banques de microfinance qui financent près de 250 000 entrepreneurs en leur prêtant plus de 200 millions d'euros. On fait du conseil à toute une série d'institutions de microfinance. On fait de la microassurance. Enfin, on a un ensemble de métiers. Aujourd'hui, le groupe Planète Finance, c'est une association, l'ONG d'origine, un groupe d'entreprises sociales avec plus de 10 entreprises sociales et une fondation reconnue d'utilité publique qui chapeaute l'ensemble. D'accord. Et enfin, Jean-Marc Croix-Oran, donc vous êtes président de l'intergroupe de l'économie sociale et solidaire, ici même au Conseil économique, social et environnemental, au CESE, je dirais peut-être CESE de temps en temps, pardon pour cet acronyme. Voilà, vous le reconnaîtrez. Vous êtes co-rapporteur de l'avis ESS, donc Économie sociale et solidaire, du CESE justement sur le projet de loi qui est en discussion actuellement au Sénat, enfin hier en l'occurrence. Vous en direz deux mots. Et puis vous êtes secrétaire général
de la Confédération de la Ligue de l'enseignement. Alors, la Ligue de l'enseignement, vous pouvez nous dire ou nous redire ce que c'est? D'accord, bonjour. La Ligue de l'enseignement, c'est une association reconnue d'utilité publique qui œuvre depuis plus de 150 ans Approchez bien le micro, dans le domaine de la culture, des loisirs, du sport, de l'éducation. La Ligue de l'enseignement fédère à peu près 30 000 associations locales, 2,5 millions d'adhérents, mais c'est aussi un réseau d'entreprises de l'économie sociale. Nous sommes par exemple la première fédération de ciné-clubs et nous gérons aussi dans le domaine du tourisme et des loisirs des villages vacances, des maisons familiales, des hôtels-clubs. Voilà, ça représente à peu près 18 000 équivalents temps plein. C'est en tant que responsable de la Ligue de l'enseignement que je suis dans cette maison au groupe des associations, rassemblant dans l'intergroupe de l'économie sociale les acteurs de l'ESS dit du canal historique, coopératives, fondations, associations mutuelles. Voilà. D'accord, on dit canal historique par opposition au canal... Par rapport aux jeunes pousses de l'économie sociale et solidaire, par rapport aux nouveaux acteurs qui n'ont pas forcément le statut d'association, de coopérative, de mutuelle ou d'association. Et qui se revendiquent par exemple du social business ou est-ce que... Alors c'est un peu particulier parce qu'au-delà de la mode, il y a un réel intérêt. Je vois mon collègue de La Rochelle qui s'occupe d'une coopérative agricole. Il y a de nouveaux acteurs qui sont sincèrement engagés dans ce que nous on appelle l'économie sociale et solidaire, qu'ils en aient le titre ou pas. On nous a fait le coup du greenwashing pendant des années où il fallait absolument mettre sur les produits bio, etc., développement durable. Là, on est dans une période du social washing, effectivement, où il faut mettre la dimension social en permanence sur nos activités, nos produits. Voilà, et donc c'est pour ça que je m'appelle comme un acteur, je me dénomme comme un acteur du canal historique, mais c'est une des premières fois où les associations se retrouvent aux côtés d'industriels, de responsables de PME. C'est une découverte, c'est une fierté, c'est une étrangeté aussi. D'accord. Alors, crise ou changement de monde, votre analyse? Alors, crise, elle est réelle, justement. Pour nous, nous sommes impactés. On ne pensait pas connaître les liquidateurs, les administrateurs judiciaires. C'était un monde qui nous était totalement inconnu. Or, depuis une dizaine d'années, nous sommes impactés par cette crise économique énorme, profonde. Par exemple, nous sommes souvent confrontés à des désaffections de public parce qu'effectivement, nous sommes la variable d'ajustement dans le domaine des loisirs, de l'éducation et de la culture. Les premiers à trinquer sont les opérateurs dans le domaine des vacances, par exemple. Nous subissons aujourd'hui des baisses de chiffre d'affaires considérables. Nous avons, comme les autres, cette autre façon d'entreprendre, mais comme les autres, nous sommes confrontés à l'impossibilité d'accès au crédit. Nous sommes aussi dans la difficulté permanente dans la gestion de nos entreprises, de l'économie sociale. Mais au-delà de cette crise, ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose de paradoxal qui est en train d'arriver, c'est qu'on attire des stagiaires de plus en plus nombreux. Il y a des étudiants d'écoles de commerce qui viennent nous voir, donc on ne doit pas être aussi ringard que ça, parce qu'on sent monter, il y a comme une émergence d'une volonté de produire, de consommer autrement, d'être dans une différence d'approche du monde de l'entreprise. On le sent profondément. Et je suis surpris de voir des jeunes sortant d'HEC ou d'ESSEC venant nous voir pour dire comment on fait pour monter une coopérative, une association, etc. C'était un peu, pour nous, nouveau, tout à fait nouveau. Qu'est-ce qui les anime quand ils viennent vous voir? Qu'est-ce que vous sentez? Il y a une volonté dans le monde de l'entreprise auquel ils aspirent d'être plus soucieux du dialogue social, d'inscrire leur démarche dans un développement durable réel, d'avoir vraiment une dimension face à l'égalité femmes-hommes dans l'entreprise. En fait, j'ai l'impression qu'ils veulent vivre le slogan de la République, liberté, égalité, fraternité, au sein de l'entreprise. J'ai l'impression qu'il y a une volonté d'être plus impliqué, de vivre la citoyenneté dans le monde de l'entreprise. Voilà. Mais aujourd'hui, vous signalez de fait un décalage entre la réalité économique très dure et des aspirations qui, sans doute, ont du mal ou auront du mal à trouver leur place à très court terme, oui, compte tenu des contraintes économiques. C'est un énorme paradoxe, effectivement. On vit des difficultés économiques, mais dans le même temps, ce qui est enthousiasmant, c'est de voir des jeunes sortis de grandes écoles qui ont envie d'être un peu plus impliqués dans le fonctionnement, qui ont envie de rejoindre les valeurs classiques, caractéristiques de l'économie sociale et solidaire, qui est la gouvernance, la gouvernance démocratique, l'impartageabilité des réserves, la propriété collective de l'entreprise. Donc je crois qu'ils ont envie d'entreprendre autrement. Alors Arnaud Ventura, vous faites une analyse de la crise par le prisme de la finance, notamment.
Déjà, moi, je partage tout ce qui vient d'être dit, pour commencer. Ensuite, pour votre question, la crise, je crois que c'est... on va tous être d'accord là-dessus. Évidemment, on est en crise. Les chiffres le montrent. Je rappelle juste, moi, mon sujet, c'est la microfinance. La microfinance, c'est une finance qui a pour objet de lutter contre la pauvreté. La pauvreté en France a diminué depuis un siècle, sauf dans les 10 dernières années. La pauvreté dans les 10 dernières années en France augmente. On a 5 à 8 millions de pauvres aujourd'hui et on a entre 15 et 25% d'augmentation de la pauvreté dans les 10 dernières années. C'est la même chose aux États-Unis. Aux États-Unis, on est passé de 30 millions à 46 millions de pauvres dans les 10 dernières années, alors que constamment, la pauvreté avait diminué depuis le début du siècle. Donc, évidemment, on est en crise depuis 10 ans et ça tout le monde le sent, et en particulier les citoyens les plus faibles le sentent. Donc, moi, je le vois évidemment par le prisme de la finance, parce que pour moi, la crise, elle commence, la crise dans laquelle on vit aujourd'hui, elle démarre avec la crise des subprimes aux États-Unis, qui est une finance non responsable et intéressée par une chose qui est le profit à court terme, qui génère cette crise mondiale dans laquelle on est, puisqu'après les subprimes, c'est de la dette qui a été vendue à l'ensemble des pays dans lesquels nous sommes, et puis c'est la crise bancaire, et c'est l'ensemble des crises dans lesquelles nous sommes. Donc, la crise, pour moi, son origine vient du caractère non responsable d'une large partie de l'économie et d'acteurs économiques qui ne s'intéressent qu'à une chose, c'est leur profit à court terme et qui n'ont aucune préoccupation de leur impact au-delà de, encore une fois, la rentabilité économique de leurs entreprises et qui ne s'intéressent pas ni à l'environnement, ni aux clients, ni au corps social. Donc, c'est là où nous, notre métier, c'est de faire une finance qui se veut responsable et dont l'objectif est d'aider des clients à sortir de la pauvreté. Donc on est évidemment très sensible aux causes de la crise et à ces institutions financières qui ne sont pas responsables. Mais là, sur ce registre-là, il ne se passe rien. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il ne se passe pas grand-chose. Le changement, même la loi bancaire française, c'est peanuts. Oui, il ne se passe rien, on peut le dire. Il ne se passe pas grand-chose. C'est pas très engageant pour l'avenir. Alors, je ne pense pas que... les révolutions ne se font pas en un jour, et on le voit dans le monde arabe, on l'a vu en France il y a plusieurs siècles. Ça prend un moment. Je pense que cette crise, la dernière crise ou la crise dans laquelle on est, n'est pas la dernière et n'est pas la plus forte. Il y en aura d'autres et certainement plus fortes. Et c'est progressivement que le changement se fait. Par contre, je constate, comme mon voisin, que depuis 10 ans, on voit aussi, moi quand j'ai créé Planète il y a 10 ans, on a été traité comme un groupe de gens bizarres. Et comme vous le disiez d'ailleurs, les jeunes d'écoles de commerce, où on attirait plutôt des babacools que des gens structurés. Et les jeunes d'écoles de commerce partaient dans des banques d'affaires plutôt que de venir travailler pour des institutions comme les nôtres. Aujourd'hui, ça change. Et aujourd'hui, on attire beaucoup de gens et les jeunes sont très intéressés par travailler de manière professionnelle, mais aussi avec des valeurs. Donc moi, je suis assez convaincu que le mouvement de fond est là et que il y a une attente de sens. Oui, parce que vous dites crise ou changement de monde. Moi, oui. Je pense que la crise provoque un changement de monde. C'est-à-dire que tout le monde est désireux de changer la façon dont les choses se passent, et en particulier les jeunes, qui sont peut-être un peu plus pleins d'espoir que d'autres. Et donc, je pense que le changement est en train de se faire. Maintenant, il ne se fait pas du jour au lendemain. Et effectivement, les réglementations, etc., il y a une série d'habitudes installées qui font qu'on ne passe pas du jour au lendemain dans un nouveau monde. Mais moi, je suis assez confiant dans le fait que mes enfants n'auront pas le même monde que celui dans lequel je vis. Alors, Bruno Leschevin, crise, on l'a vu, financière, crise sociale. Il y a aussi la crise des ressources. En tout cas, ce mur que l'on a face à nous, contrainte sur les ressources naturelles, sur les ressources énergétiques, qui ne sont probablement pas, ou pas seulement, à l'origine de la crise dans laquelle on est, mais qui en sont un facteur sans doute aggravant, ou en tout cas qu'il va falloir affronter pour l'avenir également. Oui, à l'évidence, et d'ailleurs par rapport à la question qui nous est posée, j'ai plutôt tendance à penser que je préfère changement de monde que crise ou mutation, parce que crise, ça pourrait laisser à penser que on va essayer de faire le dos rond, on va essayer d'être parmi ceux qui vont plutôt s'en sortir le moins mal possible, et on va repartir comme avant. Quand la crise sera terminée, on reviendra
à la phase antérieure, et ça, je pense que c'est la pire des choses. Mais ça, c'est dans les discours ou dans les têtes de beaucoup de monde quand même, ce scénario que vous évoquez. Oui, mais peut-être parce que justement, nos responsables, qu'ils soient politiques, économiques, ont souvent des visions un peu court-termistes et ne se projettent pas dans un futur qui sera forcément différent. Il est normal que nos concitoyens, que la population veuille continuer à pouvoir bénéficier des vertus et pas que des vicissitudes de la mondialisation qui permettent plus de confort, d'accéder aux biens à des coûts raisonnables, au bénéfice des moyens de communication, de transport. Mais en même temps, cette problématique, il est aussi normal qu'elle soit accessible à l'ensemble de l'humanité. Donc ça veut dire surconsommation, ça veut dire abondance, et ça veut dire perte de ressources et mauvaise utilisation des ressources, sachant qu'en plus de ces phénomènes, on sait très bien que la population mondiale est en augmentation, plusieurs milliards de personnes supplémentaires dans les prochaines années, et qu'il va falloir penser vivre autrement, partager autrement, pour que chacun, toute l'humanité, puisse accéder à ce bien-être, sans pour autant que notre propre confort soit remis en cause, parce que je ne vois pas comment on peut projeter dans la confiance la population si on leur propose un modèle régressif, dépressif. Et donc là, ce n'est pas un projet de vie, ce n'est pas un projet collectif qui pourrait subir l'enthousiasme et la mobilisation. On a les ingrédients de ça, de cette solution un peu positive, sous contrainte, mais un peu... Alors, enviable. L'ADEME a profité, mais en même temps c'est dans ses gènes, de précurseurs, de réfléchir à... Vous savez que cette année, il y a eu un grand débat qui a traversé la France, surtout les élites, les experts, et malheureusement pas assez la population, nos concitoyens, sur ce qu'on appelle la transition énergétique et écologique, avec la perspective d'une loi qui devrait intervenir en 2014, une loi de programmation sur cette transition écologique et énergétique, avec l'idée que nous devrions atteindre le facteur 4, réduction par 4 du CO2, qui est un objectif planétaire, une ambition, une nécessité pour la planète. Le dernier rapport du GIEC montre comment il y a une urgence face à ce mur et cette planète qui se dégrade, et quelle planète on laissera à nos enfants et nos petits-enfants. Et nos scénarios, que nous avons voulu à la fois volontaristes mais réalistes, nous ont permis de nous projeter dans un avenir futur avec l'idée d'une diminution par 2, c'est considérable, de la consommation d'énergie à l'horizon 2050, et pour ce faire, s'attaquer à quelque chose qui est fondamental dans la consommation d'énergie, c'est qu'est-ce qui consomme le plus pour 80% des réductions possibles, c'est l'habitat et c'est le transport, la mobilité. Et ce qui est intéressant, nos scénarios, que vous pouvez aller voir sur le site internet, qui sont forcément... Je vais lire voilà, contribution de l'ADEME à l'élaboration de vision énergétique 2030-2050. On peut le télécharger sur le site de l'ADEME. Voilà, et d'ailleurs, on a pris goût, ça a mobilisé des centaines de collaborateurs à l'ADEME, et donc on a décidé de prolonger ces scénarios avec une dynamique équivalente sur la consommation en général. Et pour nous, ce qui est important... Un scénario, c'est pas une prévision. Forcément, ça va être questionné, ça va rencontrer des aléas, des imprévisions. Mais c'est un objectif qu'on se fixe. Et c'est une croyance dans un futur qu'on peut construire différemment. Et ici même, en septembre, lors de la conférence environnementale, et ça nous a fait plaisir, et ça a valorisé nos scénarios, le président de la République, dans la séance plénière, a fait sien cet objectif de réduction de la consommation par 2 de l'énergie. Donc c'est une parole du plus haut niveau de l'État, ça engage tous les acteurs de la vie publique, de la vie politique, mais les acteurs économiques et les acteurs sociaux. Et donc, même ceux qui seraient réticents. Même ceux qui seraient réticents, j'ai entendu certains représentants du monde de l'entreprise, voilà, par exemple. Je discute souvent avec mes amis de la branche professionnelle de l'énergie. Eux, ils pensent qu'on est encore au temps du soviet, je caricature un peu, mais l'énergie, c'est le moteur de la croissance, et donc plus d'énergie, c'est plus de croissance. Je pense qu'il faut totalement repenser le paradigme. C'est pas possible que les entreprises soient sur un mode conservateur. Alors je sais que celles qui sont ici ne sont pas du tout là-dedans, mais on ne va pas repenser le modèle tel qu'il était. Demain, pour moi, ce qu'on attend
des entreprises de l'énergie, c'est plus être des vendeurs d'énergie, du tout nucléaire ou du tout diesel ou du tout autre chose, c'est d'être des vendeurs de services et des vendeurs de services qui pourront d'autant mieux faire, qui sont par ailleurs des fournisseurs d'énergie. Mais là, on voit qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour que cette dynamique positive nous montre dans un système où demain, ce qu'on propose, nous, ce n'est pas la décroissance, parce que là aussi, on ne pourrait pas proposer à nos concitoyens d'aller vers la décroissance, la régression. C'est une croissance différente, une croissance plus sobre, une croissance plus solidaire et une autre pensée d'organiser notre société et le développement de l'activité économique dans la préservation des ressources. Alors, on passe de l'institution à la PME avec Nathalie Vautier. À votre échelle, donc, vous lancez Ekiog en quelle année ? J'ai lancé Ekiog en 2004 et on a commencé à travailler sur le projet en 2003. Et c'est vrai qu'en 2003, très peu parlaient de développement durable, évidemment à part les scientifiques. Et lorsqu'on parlait de textile écologique, on nous mettait vraiment dans une case, comme vous l'avez dit tout à l'heure, bobo, 68 arts, etc. Et en fait, en 10 ans, ce qui est très positif, c'est qu'on voit qu'il y a eu des mutations, des changements profonds dans la consommation, dans l'interrogation, dans la prise de conscience des consommateurs. Néanmoins, c'est une vraie croisade et le chemin va être encore très long. Et puis évidemment, la crise financière puis économique a un petit peu freiné l'élan qui était engagé. Et on voit aujourd'hui que, hélas, nos États ont beaucoup de difficultés à répondre à la crise que nous vivons actuellement. Mais moi, je considère que les solutions doivent venir des entreprises, et particulièrement des entrepreneurs qui sont le poumon économique de notre pays. Et au-delà d'attendre des solutions de la part de nos États ou du voisin, je crois que chacun d'entre nous, changer le monde, c'est d'abord se changer soi-même et se remettre en cause. Et moi, je vous parle très concrètement, je suis dirigeante, je suis aussi une citoyenne, une mère de famille, et je considère que prendre en main son parcours de vie, c'est aussi s'engager sur l'avenir qu'on va laisser à nos enfants et le sens qu'on peut mettre dans sa vie. Ça nécessite de l'audace, du courage, ça c'est clair, mais en même temps c'est possible. Et en fait, c'est ce qui m'anime tous les jours dans mon projet, c'est de pouvoir partager avec mes équipes et pouvoir donner du sens avec mes partenaires fournisseurs. En quoi vous considérez que vous déployez Ekiog un modèle différent des autres ou en rupture ? Alors d'abord, dans le textile, c'est le coton conventionnel est la culture la plus polluante au monde. Alors déjà, quand on apporte une réponse sur une agriculture biologique, déjà, on arrive à répondre à un certain nombre de problèmes à la fois sur l'environnement, mais aussi sur la santé humaine. Évidemment, je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter de regarder par notre petite lucarne au niveau de la France. On est dans un monde globalisé, qu'il est très intéressant d'aborder les enjeux au niveau global et de se poser la question comment l'Indien aussi appréhende les problèmes de société que nous vivons. Il y a ça, évidemment, dans l'industrie textile, vous avez énormément d'acteurs. Les teintures, qui sont aussi un facteur polluant excessivement fort qu'il faut corriger. Et puis la production, on l'a vu hélas avec des événements assez récents comme le désastre au Bangladesh. Et donc voilà, et je pense qu'aujourd'hui, les entreprises, au-delà des discours, il faut passer aux actes et il faut donner la preuve de nos actions. On l'a vu aussi avec la viande du cheval et c'est pour ça que les discours, c'est bien, c'est intéressant, mais je crois que, moi, je prône l'échange, les belles rencontres et être dans l'action et concrètement agir pour l'avenir. Alors, je reviens un instant à votre modèle. Est-ce qu'à chaque maillon de la chaîne, vous avez réussi à apporter une solution, ne serait-ce qu'en devenir, c'est pas une solution parfaite, mais est-ce que vous avez réussi à résoudre des problèmes ? Oui, absolument. En tout cas, je ne prône pas un modèle parfait puisque ça n'existe pas. En revanche, je défends un modèle de progrès et je pense qu'il faut repenser le progrès, refonder un humanisme et sur ces bases-là, on est capable de créer des modèles économiques qui performent parce qu'une entreprise, elle n'est pas philanthrope, elle a une exigence de rentabilité économique dans une crise que l'on connaît tous. Donc oui, évidemment, on s'intéresse à chaque acteur et jusqu'à la livraison dans nos magasins. Charles Kloboukov, crise, changement de monde ? Alors, moi, mon opinion, c'est qu'on est dans une véritable crise de conscience
On a vécu avec un modèle lié à l'expansion démographique de l'Europe suite à la Deuxième Guerre mondiale, depuis donc le début des années 50. L'explosion démographique de la vieille Europe touche à sa fin, celle des États-Unis aussi. Donc ce modèle ne peut être que sauvé finalement par les pays émergents et par l'explosion démographique qui touche l'Inde, la Chine, etc. Et on voit que les entreprises effectivement qui s'en sortent, en tout cas parmi celles qui s'en sortent le mieux, ce sont celles qui exportent le plus. Ce qui veut bien dire qu'on est dans un tunnel dont on ne voit pas le bout en ce qui concerne le modèle sur notre propre bassin de consommation. Alors pourquoi crise de conscience? Pour moi, d'abord crise de confiance. Crise de confiance puisque effectivement on s'est vu confisquer notre épargne et on a vu que désormais on pouvait spéculer de manière internationale avec l'épargne des particuliers. Crise de confiance également parce qu'on commence à développer un sentiment de culpabilité depuis quelques années sur le fait de consommer, alors que consommer était finalement un signe de bien-être jusque-là. Donc un sentiment de culpabilité environnementale lorsque ça vient du bout du monde, de culpabilité sociale lorsque c'est fait dans des conditions extrêmement précaires, ou de culpabilité simplement lorsque la consommation est futile au lieu d'être utile. Donc on est vraiment, je pense, dans un virage culturel de citoyenneté à la consommation. Et il y a un vrai attendu, probablement, alors évidemment, qui est différente en fonction des classes économiques, si je puis dire. Alors je ne vais pas schématiser, mais on voit que les entreprises qui proposent des produits très accessibles en prix s'en tirent relativement bien. Celles qui ont un vrai contenu social ou d'image dans du haut de gamme, de la performance durable, s'en tirent également bien, et celles qui sont dans le compromis et dans le milieu du marché souffrent terriblement. Donc pour moi, ça veut clairement dire qu'effectivement, il y a une notion d'efficacité qu'il faut désormais démontrer, et que les moyens de communication qui existent, qui permettent à tout un chacun d'accéder non seulement au contenu du produit, mais à la manière dont travaille l'entreprise, au bien-être des salariés, à tout ce qu'il y a derrière, grâce aux réseaux sociaux notamment, est de plus en plus pris en compte. Voilà, donc pour moi, on rentre dans un nouveau paradigme de consommation où il va falloir prendre en compte vraiment les attendus en termes de contenu, en termes de sens, en termes de reconnaissance sociale ou d'appartenance sociale, puisqu'on voit que finalement, aujourd'hui, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit la mode, que ce soit le luxe, finalement, tout ce qui a une forte résonance sociale crée une vraie aspiration de consommation et qui est déconnecté finalement de la valeur des biens. Donc voilà, je crois que là, il y a vraiment une révolution en marche. Est-ce que justement, on peut le mesurer? Est-ce qu'il y a des indicateurs fiables qui permettent de dire que ce changement, cette aspiration-là que vous évoquez tous, depuis les étudiants d'HEC qui viennent vous voir, M. Roiran, jusqu'à ces consommateurs dont vous parlez, Charles, est-ce que ça relève encore de l'intuition, ou est-ce que c'est quelque chose qui est plus mesurable? Et surtout, est-ce que c'est déjà à l'échelle d'un changement majeur, ou est-ce qu'on est encore dans un épiphénomène un peu circonscrit, localisé, insuffisant pour provoquer quelque chose de plus grand? Est-ce qu'on n'est pas en train de rêver debout? C'est difficile d'apporter encore suffisamment de preuves tangibles à cette question, mais je rejoins le point de vue de M. Rohan. Effectivement, on voit aujourd'hui chez les étudiants qui arrivent sur le marché du travail une vraie attente de contenu en ce qui concerne leur travail, et pas uniquement la politique carriériste, le niveau de rémunération. Évidemment, il rentre en compte dans des critères principaux, mais ce n'est plus l'unique. Et le bien-être au travail, le contenu que va proposer l'entreprise, le sens qu'elle va mettre dans sa légitimité en termes d'acteurs de la cité, est de plus en plus prise en compte. Et effectivement, les formes d'entrepreneuriat social se développent. Chez nous, à Subdecol La Rochelle, il a été créé un parcours Humacité qui visait à remplacer les stages en cours d'études par une expérience solidaire en association. Ça a eu un tel succès que c'est rentré dans le programme obligatoire de toutes les sections. Voilà, ça veut dire que ça a une vraie résonance. Ok. Romain Ferrari, votre point de vue sur cette crise dans laquelle nous sommes englués? En fait, la question me dérange un peu depuis le début, parce que je pense que le sujet n'est pas la crise. Oui. Le sujet, c'est que on est en train de changer de civilisation complètement, à l'échelle très globale, et que ce changement de civilisation en cours
n'étant plus synchronisé avec l'ensemble des règles, des modes, des processus, eh bien, ça génère un ensemble de crises au pluriel. Mais les crises sont au pluriel, parce que sinon on ne peut pas comprendre, par exemple, la crise de l'écotaxe en ce moment. Puisque, en fait, s'il n'y avait qu'une crise, tout le monde serait d'accord. Tout le monde serait d'accord qu'on ne peut pas continuer selon ce modèle, donc il faut changer. Donc il faut synchroniser le mode économique avec le mode de production, le mode social. Or là, on voit bien que les gens s'opposent. Donc le gros sujet, à mon avis, c'est que ce qui nous réunit tous, c'est un changement de civilisation. Ça, c'est clair. Là où il y a une complexité très forte, c'est qu'on est face à des crises absolument multiples. Parce que tout est à changer. Les modes de relation, les formes de solidarité, la nouvelle solidarité qui commence à apparaître, qui est la solidarité écologique, quelque part. Cette forme de solidarité avec la biosphère, avec notre habitat. Ça, c'est nouveau, ça. Et puis toutes les formes de solidarité entre les hommes. Ça, c'est quelque chose qui change. Donc du coup, ça va impacter tout. Ça va impacter les modes de communication, ça va impacter les modes de gouvernance, et ça va impacter tous les secteurs qui portent les règles. La justice, l'économie, les choses comme ça. Et alors, moi qui suis plus dans le domaine de l'entreprise, l'économie est importante pour moi, pour une entreprise. On ne peut pas y échapper. Or, on s'aperçoit que tout le modèle porteur des règles dans l'économie est à revoir. Hein. Le principe, par exemple, des externalités. Hein. Le fait qu'aujourd'hui, on peut très bien ne pas payer tous ses fournisseurs, être moins cher et remporter un marché. Quand je dis ne pas payer tous ses fournisseurs, c'est ne pas payer les externalités, c'est-à-dire reporter des coûts sur la collectivité et ne pas les internaliser dans son coût de production. Aujourd'hui, la majorité des coûts bas sont basés sur cette approche à faible externalité. Mais vous pouvez faire un autre parallèle, par exemple, qui est très illustratif. La comptabilité des entreprises, elle est née de la fin du 19e. C'est les financiers et les investisseurs qui l'ont créée. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, j'investis, j'amène un capital. Ce capital, principalement dans les entreprises, c'est un capital technique. Donc, j'investis des machines, des bâtiments. Et là, je dis, attention, je veux la conservation du capital à minima. Donc, je demande des amortissements. Je dis que chaque année, je prends une partie du fruit d'exploitation qui me sert à amortir le capital dans un but très simple, c'est au moins de le conserver. Ça, c'est tout ce qui a bâti la comptabilité dite moderne, la comptabilité actuelle. Et c'était justifié. Sauf qu'elle est dépassée. Elle est dépassée parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la santé d'une entreprise? Ce n'est pas que le capital matériel, le capital technique, c'est le capital social, qui est très important et qui n'apparaît pas du tout dans les comptes. Et c'est le capital environnemental parce que toutes nos activités industrielles dépendent de la biosphère. Toutes. Or, bizarrement, ces deux capitaux sont totalement absents de la comptabilité. Et il n'y a donc aucun objectif de conservation de ces capitaux. C'est comme si l'entreprise, avant le 19e siècle, disait « Tiens, je n'ai pas fait assez de chiffre d'affaires cette année, je vais vendre mes machines. C'est génial, ça va me faire de la marge et ça me fait du chiffre. » Sauf que le financier va tout de suite dire « Mais si vous vendez vos machines l'année prochaine, vous allez faire comment pour produire ?»« Je m'en fous, j'ai fait l'année. » Et bien c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui. C'est ce qu'on fait tous les ans aujourd'hui, en ne prenant en compte ni le capital social, ni le capital environnemental dans les activités économiques. Voilà, je vous montre juste un biais qui est énorme. Il y en a d'autres. On dilapide. On dilapide ce qui sert à faire le futur et dont on a l'objectif de conserver ou au moins améliorer. Alors, au-delà de vos analyses sur la crise, deux questions pour chacun d'entre vous. Un, vous les avez un petit peu évoquées directement ou indirectement, vos solutions, ou peut-être, parce qu'on est aussi pris par le temps, puis on doit discuter aussi avec le public évidemment, mais une solution, un fait concret, quelque chose qui selon vous peut faire avancer les choses, le schmilblick comme on dit, et puis peut-être aussi en regardant la réalité en face, une réserve, c'est-à-dire une réserve, un doute, un frein, qu'est-ce qui bloque, voilà, avec ce regard un petit peu objectif qu'on peut essayer d'avoir pour pas être uniquement dans la méthode Coué. Alors, Romain, vous avez la parole. Une solution, un frein, selon vous? Pour moi, un obstacle. Solution frein, alors la solution basique au niveau du monde industriel, en fait, c'est alléger, circulariser. C'est évident,
ne faut pas oublier que 3% de croissance, c'est on double tous les 30 ans. Vous imaginez qu'on ne peut pas doubler la consommation d'énergie et de ressources tous les 30 ans comme ça. Donc, surtout que je crois que monsieur de l'ADEME demande un peu l'inverse. Exactement. On propose, suggère. Donc de toute façon, ce n'est pas compliqué. Les entreprises qui survivront sont celles qui sont capables de se développer économiquement avec moins et à proposer moins sur les applications finales. Et c'est uniquement à cette condition-là qu'on peut parler d'économie circulaire, parce que si tous les 30 ans, on détruit ce qu'on a construit et on dit c'est super, on va recycler, ah oui, sauf qu'on n'en a que la moitié, et quand en général on n'en collecte que la moitié, en fait on n'en a que le quart. Donc le recyclage ne reporte absolument pas l'échéance de rareté des ressources si on n'est pas dans une logique de frein sur la consommation des matières et d'énergie. Chose qu'on n'ose pas dire, mais c'est évident. Mais ça on fait comment? C'est quoi? C'est l'éco-conception? Il faut aller encore plus loin que ça? C'est offrir mieux avec moins, quoi, puis point barre. Bon. Y a une multitude. Je pense qu'il faut être très créatif. Je pense qu'il faut inscrire cette démarche dans le cadre de l'innovation. Les entreprises sont innovantes depuis des siècles. Il y a l'innovation technique, il y a l'innovation conceptuelle. L'offre de valeur aujourd'hui devrait être inscrite et traitée de la même façon que l'innovation dans une entreprise. Ça me paraît évident. Le frein à tout ça, et il y en a un qui, je reviens encore sur l'économie, c'est le fait qu'aujourd'hui, les offres de sens, les offres sur le marché de sens, les offres à faible externalité qui sont faites sur le marché aujourd'hui sont en situation de concurrence déloyale par rapport à les offres moins chères parce qu'elles sont à forte externalité et qu'elles n'ont pas intégré l'ensemble des coûts. Tant qu'on sera dans cette situation-là de concurrence déloyale des offres responsables, on pourra faire tous les inventaires qu'on veut des bonnes pratiques, on en trouvera toujours des plus nombreuses, mais elles seront toujours en dessous du plancher parce qu'elles n'auront jamais émergé, elles n'auront jamais pu faire basculer le modèle. D'où l'idée que propose votre fondation 2019. C'est pour ça que moi j'ai créé une fondation de recherche sur cette thématique-là, qui s'appelle Fondation 2019. C'est facile à souvenir, c'est 50 ans après un pied sur la Lune, il serait temps de le mettre sur Terre. Et donc l'objectif de cette fondation, c'est de transcrire les externalités sur les transactions, pour ensuite proposer des leviers, par exemple par l'abaissement de la TVA, sur les produits à faible externalité, pour leur donner une chance de succès, pour que le producteur puisse être mieux placé, pour que le consommateur arrête de payer plus cher un produit responsable. Par contre, il faut démontrer auprès des pouvoirs publics que cette dépense fiscale, c'est-à-dire cette moindre rentrée fiscale, est bien compensée par moins de dépenses publiques, et c'est tout l'objet de nos travaux. D'accord, passionnant. Charles Kloboukov, une idée, un frein? Je ne peux qu'adhérer à ce qui vient d'être dit, effectivement. Moi, je le traduirai effectivement sur le plan environnemental d'abord et sur le plan sociétal ensuite. C'est vrai que le schéma avec lequel on vit depuis 50 ans, c'est la société à responsabilité limitée, la société anonyme. Voilà, on a tout dit. Donc, quelle est la responsabilité de l'entreprise en dehors de la performance économique? Voilà. Alors, moi, je fais partie des originaux qui considèrent que la performance économique, ça fait partie de notre métier. Si on n'est pas capable d'y arriver, on ne doit pas être chef d'entreprise. Donc, on apprend ce métier-là, mais ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est un contenu plus global. Alors, sur la question fiscale, et en prenant le domaine environnemental, on a vu les remous provoqués par l'écotaxe, mais en même temps, on ne peut pas ignorer le débat. On ne peut pas le reporter indéfiniment et laisser les camions traverser l'Europe dans un sens aller et dans un sens retour pour transporter dans les deux sens les mêmes biens. Les tomates d'Espagne qui vont aux Pays-Bas et vice-versa. Donc il faudra bien à un moment donné traiter ce problème, entre guillemets, des externalités et effectivement des vertus du commerce de proximité ou des producteurs régionaux, des filières locales, des circuits courts par rapport à ces produits importés à bas coût. Donc il y a probablement, que ce soit sur la TVA, et là je rejoins complètement l'idée de mon confrère, ou sur une autre type de mesure fiscale, un système de bonus-malus, il a bien été mis au point pour les véhicules qui polluaient plus ou moins, pourquoi il n'existerait pas sur les produits qui polluent plus ou moins? L'enjeu c'est aussi de critériser les choses pour que ce soit... de ne pas être dans l'idéologie ou l'intuition. Non, mais on peut pas, entre guillemets, dire on est en crise, donc l'État souverain va régler tous les problèmes de manière autoritaire et sans consultation avec les acteurs de la société et de l'économie. Il faut peut-être un minimum de concertation préalable, et il ne faut peut-être pas non plus que n'avoir que la sanction. Il faut aussi, entre guillemets, avoir
à mon avis, un système de bonus-malus pour encourager le développement responsable et pénaliser celui qui ne l'est pas. Voilà. Et je pense que la démarche pourrait être la même sur le contenu social ou sociétal. Alors, on peut dire qu'il y a une première mesure qui a été prise qui va un peu dans ce sens-là, avec effectivement le crédit compétitivité, qui vise à réduire directement, entre guillemets, le coût de la main-d'œuvre en France, qui est extrêmement pénalisant. Mais peut-être que là, on pourrait aller un petit peu plus loin que juste mesurer le coût des charges sociales et prendre en compte, entre guillemets, ce que l'entreprise fait pour le bien-être de ses salariés ou les conditions sociales qu'elle fixe pour s'approvisionner auprès d'un certain nombre de fournisseurs qui respectent des critères ou pas. Voilà. Donc moi je pense que l'outil fiscal peut être un véritable outil de changement et d'ajustement par rapport au monde que nous voulons pour demain, à condition qu'il ne soit pas uniquement dans la sanction, mais qu'il soit également dans l'encouragement. Et un frein que vous identifiez aujourd'hui ? Le frein, il est évidemment lié au pouvoir d'achat de ceux qui ont un pouvoir d'achat limité, hein, qui sont nombreux, donc qui ne peuvent pas toujours intégrer ces contenus sociaux, environnementaux ou sociétaux. Donc là, il faut des mesures adaptées. Effectivement, il faut accepter d'avoir une quote-part de produits qui ne peuvent pas financer la totalité de la démarche. C'est à mon avis le frein principal, surtout, et qui sera de plus en plus prenant sur les pays émergents et sur les autres pays de l'Europe. Mais en France, on a effectivement la chance quand même d'avoir un PIB par habitant suffisamment significatif pour pouvoir mener la démarche sur 85%. Quoi. Nathalie Vauthier ? Oui, je partage les propos de Charles et Romain. Je crois qu'aujourd'hui, il faut injecter plus de sens, plus de valeur dans le produit, dans l'esthétisme, dans la valeur relationnelle et émotionnelle, et redonner du sens à la consommation, évidemment avec un appui fiscal dans la conjoncture économique que l'on connaît. Ça me semble absolument indispensable. Une entreprise comme Ekiog, on est un tout petit acteur par rapport à nos concurrents, donc finalement, les règles du jeu sont les mêmes, sauf que nous, on s'engage plus, on fait moins de marge et on est directement pénalisé aussi par la crise. Donc, il faut redoubler d'efforts et c'est vrai que c'est pas facile. Et puis, un autre aspect, en effet, pour qu'une entreprise vienne debout, c'est le cash flow, quoi. Donc, donc, encore une fois, je pense qu'injecter de la valeur et puis surtout... lorsqu'on injecte de la valeur, il faut savoir la communiquer avec beaucoup d'humilité auprès des consommateurs, parce que je crois qu'on a eu une prise de parole très négative sur l'écologie, sur l'environnement, et ça signifie faire des efforts en permanence et aussi un coût plus élevé pour les consommateurs. Et je pense aussi que là, il faut vraiment rectifier ça et avoir une prise de parole positive, parce que le développement durable, pour moi, ça évoque innovation, opportunité de business, il ne faut pas avoir honte de le dire, opportunité de développement et surtout refonder le progrès. Donc ça, c'est vraiment important. Et le frein, Charles l'a très bien dit, aujourd'hui, c'est le niveau de consommation. Et donc les entreprises françaises, leur premier levier de croissance, c'est l'exportation. Monsieur Léchevin, on ne pourrait pas imaginer que l'ADEME travaille sur cette notion de TVA différentielle ? Ça a peut-être déjà été fait d'ailleurs. Non, mais il y a des gros débats sur la fiscalité écologique. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vais être auditionné par la commission qui travaille sur la fiscalité écologique, et notamment sur le problème qui vient d'être soulevé, c'est sur les problématiques d'accompagnement social. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on n'intègre pas, y compris dans la fiscalité écologique, une dynamique d'accompagnement social, on n'y arrivera pas. Je vais prendre qu'un exemple. Est-ce que les prix de l'énergie ont monté ? Oui. Est-ce qu'ils vont continuer à augmenter ? Oui. C'est pour cela d'ailleurs qu'il faut mieux et moins consommer, que c'est le seul moyen de réduire sa facture. Ceci étant, c'est beau à dire, mais il y a des gens qui sont de plus en plus en précarité énergétique, c'est-à-dire qui consacrent plus de 10% de leurs revenus disponibles pour s'éclairer et se chauffer. Est-ce que s'éclairer et se chauffer dans une société moderne et solidaire, c'est accessible à tout le monde ? Est-ce que ce n'est pas un bien essentiel ? Oui. Donc il faut des processus d'accompagnement. Ils existent, on a préconisé un chèque énergie qui n'a pas été mis en place, mais qu'on espère qu'il se mettra en place un jour. Donc ça veut dire qu'on ne réussira pas la transition énergétique écologique tant qu'on ne prendra pas en même temps en compte les problématiques d'accompagnement social. Parce qu'à ce moment-là, on aborde la question sur un aspect punitif, ça a déjà été dit, et du coup c'est le repoussoir.
Il fut un long temps, ça l'est toujours, tout était de la faute de l'Europe, et maintenant tout est la faute de l'écologie et du développement durable de la planète qu'on a à construire. Donc ça ne peut pas durer, et l'affaire de l'écotaxe en est une bonne illustration, mais ça a déjà été dit. Tout à l'heure. Donc même avec des entreprises engagées qui déploient des modèles différents, on ne peut pas laisser juste faire le marché. Il faut cadrer. À chaque fois qu'on a pensé que le tout marché allait tout résoudre, on en a vu les limites. Et je crois que même les chefs d'entreprise en ont bien conscience. Et la question, ce n'est pas de la surréglementation, ce n'est pas la pression sur les entreprises, mais c'est un minimum de régulation, d'autant plus sur des problématiques de marché qui sont aujourd'hui mondialisées. Mais de ce point de vue-là aussi, je pense qu'il y a une prise de conscience. Tout à l'heure, vous nous disiez, est-ce que vous ne rêvez pas ? Ce qui est un peu difficile et en même temps sympathique dans cette table ronde, c'est que quels que soient nos positionnements, nos responsabilités, on a l'air d'être quand même assez d'accord. Ça rassure, mais peut-être que les autres ne sont pas là. Mais en même temps, pour moi, rêver, c'est important parce que rêver, ça aide à vivre. Rêver, ça donne envie. Rêver, ça donne une capacité à vouloir aller de l'avant. Et donc, pour moi, ce n'est pas un problème. La transition écologique, il ne faut pas attendre la sortie de crise ou des crises pour y penser. Pour moi, la transition pour l'ADEME, la transition écologique et énergétique, c'est un levier de sortie de crise. Ça doit être un amplificateur de sortie de crise. Pourquoi ? Parce que c'est facteur, c'est obligation d'innovation. Et quelles sont les entreprises qui iront demain ? Eh bien, c'est les entreprises qui sont dans l'innovation, dans la performance de l'innovation. Et c'est quand même incroyable, la France. On est un des pays les plus pessimistes. Et pourtant, quand on regarde nos entreprises, on est le 2e pays au monde en capacité d'innovation des entreprises après les États-Unis. Il y a quand même quelque chose qui pose problème. Alors peut-être que toujours, on nous a proposé un modèle lié à la consommation, à la surconsommation, sans refaire l'histoire. Rappelez-vous des slogans passifs et on ne va pas faire de la politique. Travailler plus pour gagner plus, se différencier. Je ne vais pas parler de la Rolex. Est-ce que c'est ça qu'il faut pour demain ? Est-ce qu'il ne faut pas penser travailler mieux, travailler plus utile, consommer mieux, consommer moins, et peut-être, plutôt que de absolument vouloir se différencier, faire un peu plus communauté. Mais d'une manière ou d'une autre, les uns et les autres l'ont déjà dit. Opportunité technologique, c'est 50% de la réussite de cette transition, que ce soit le développement massif des énergies renouvelables, que toutes les actions pour l'efficacité énergétique, le plan de rénovation en est une illustration. L'ADEME accompagne les entreprises dans les plans d'investissement d'avenir, dans les énergies du futur, l'énergie marine, etc. On ne va pas développer ici, mais je vais tout de suite répondre à votre question. Mais les obstacles, si on est dans une dynamique de transition écologique qui s'appuie sur l'innovation technologique, et que l'on ne fait pas en même temps le travail sur les comportements, on va annihiler une grande partie de ces capacités d'innovation et de réussite de cette transition. Donc la techno, ce n'est pas une réponse absolue. La techno, c'est 50% de la réponse. Et je fais confiance aux entreprises et à la capacité d'innovation. Mais si on n'accompagne pas ça d'un travail sur les comportements, sur le collectif, sur une autre manière de vivre, une autre manière de penser, on ne réussira pas. Et ça, c'est encore plus compliqué parce que l'ingénierie technique, ça, on sait faire. L'ingénierie sociale, c'est un modèle qui reste encore beaucoup à inventer. Arnaud Ventura. En quelques mots, puisqu'on arrive à la conclusion, et beaucoup de choses ont déjà été dites, mais je crois que l'origine du problème vient du fait qu'on a, depuis des siècles, tous pensé vivre dans un monde infini. Puis on se rend compte que le monde est fini, la population croît, on sera 10 milliards dans moins de 50 ans. L'ensemble de la population veut avoir le niveau de vie qu'on a, donc on en arrive à la limite actuelle. Pour moi, la solution, elle est assez structurelle et elle répond à une problématique que les économistes dans le sillon de Milton Friedman ont édictée depuis 50 ans, qui est la responsabilité du business, la responsabilité des entreprises, c'est de faire du profit, c'est tout. On se rend compte, et d'ailleurs on est tous là autour de la table, à dire que non, la responsabilité d'une entreprise, c'est pas que de faire du profit, on a une responsabilité plus globale que ça. Et d'ailleurs, on va en parler dans 5 minutes, mais traditionnellement, on se dit, les associations, le non-profit, les fondations, c'est pour s'occuper du social, de l'environnemental et de l'humain. Pour penser les plaies. Les entreprises sont là pour faire de l'argent. Et on est tous là à dire le contraire. À dire que non, les entreprises ont un autre rôle que gagner de l'argent. Gagner de l'argent, c'est évidemment le B à bas, mais la mission, l'objectif est bien plus vaste. Le problème, c'est que
c'est vrai qu'on est un groupe de 6 entrepreneurs sympathiques ici, mais l'ensemble de la planète ne pense pas comme nous. J'étais En gros, on n'est pas à Chine l'échelle. la semaine dernière, je crois que cette pensée n'est pas arrivée à effleurer beaucoup d'entrepreneurs en Chine ou d'ailleurs dans le reste en France aussi, dans le reste du monde. Donc je crois que la façon dont on va régler le problème, la solution, c'est de redéfinir le rôle de l'entreprise et de sortir de cette définition que l'unique rôle de l'entreprise est de créer du profit, que la création de valeur, c'est le profit, c'est la valeur économique, de rediscuter de la mesure, comme ça a été dit tout à l'heure. Si on ne mesure et qu'on ne fait qu'une comptabilité que financière, on ne s'en sort pas. Donc il faut remettre à plat la mesure. Comment on mesure la création de valeur? Est-ce que c'est que de la valeur économique? Évidemment non, mais comment on mesure le reste? La définition de l'entreprise. Et à partir de ce moment-là, on a une solution. Mais tant qu'on ne sort pas qui de va cet faire ça enjeu, et comment? il faut que nous, on fasse ça. Il faut qu'on Donc, les gens qui sont déjà dans ce secteur-là, nous au sein de ça moi, veut je dire regarde que- au sein de mon groupe Planète, c'est ce qu'on Ouais. fait. On a une ONG qui est actionnaire de 15 entreprises. Et elle définit dans les statuts de chacune de ces entreprises la mission sociale de cette entreprise. Bah alors, est-ce qu'il ne faut pas créer, moi je ne Donc, sais pas, je prends une image, chacun un MEDEF? chacun de nous fait ça. Et ensuite, il faut que on transforme ça en règles de société. Oui, mais Et pour ça poser commence par le micro. un alter MEDEF qui réunirait les... Intermédiaire, mais en tout cas, c'est un peu ça le Parlement des entrepreneurs d'avenir, peut-être. Peut-être. En tout cas, je pense qu'effectivement, c'est des solutions micro qui vont faire que demain, ça va généraliser. Mais pour moi, la solution, elle est drastique. Elle est de redéfinir le rôle de l'entreprise comme une entité économique qui a un rôle plus large que de créer du profit. L'obstacle ? Du profit. L'obstacle, c'est qu'il y a encore, que l'ensemble de l'humanité est encore très largement motivé par le profit à court terme. Et par ailleurs, nous, on a des situations tous là très très privilégiées où on peut se permettre de réfléchir à ce genre de choses. Mais moi, je passe 2/3 de mon temps dans des pays émergents où des gens ont faim et ont envie d'avoir accès aux ressources auxquelles nous, on a naturellement, et leur problématique est d'avoir accès à ces ressources. Et donc, ce discours bien pensant sur le social, l'environnemental, etc., d'accord, on en parlera le jour où on a votre niveau de vie. Donc c'est ça l'obstacle principal. Jean-Marc Roiran, l'économie sociale et solidaire, vous y voyez-vous une solution, la solution? Les obstacles et une solution. D'abord, les coopératives, les mutuelles, les associations, les fondations n'ont pas la prétention, en tant qu'acteurs de l'économie sociale et solidaire, d'apporter la solution, d'être une alternative au système marchand classique. On reste tout à fait modeste, même si l'économie sociale et solidaire, c'est 10% de l'emploi en France, c'est 10% aussi du PIB, produit intérieur brut. Donc on a quand même la prétention d'être présent dans la mesure où on peut permettre de donner plus de sens dans l'engagement dans le monde de l'entreprise. J'évoquais tout à l'heure les nouvelles conceptions qu'il y avait dans le monde que je représente, où le mot entreprendre, le mot dégager des excédents n'est plus tabou. Et effectivement, on n'est plus dans cette répartition des rôles où l'entreprise devait s'occuper du profit, du solvable, et laisser aux non solvables, les pauvres, les misérables, à l'économie sociale et solidaire. Tout ça a énormément changé. Et il y a une reconnaissance mutuelle du fait que ce n'est pas simplement le PIB qui est important, c'est peut-être le BIB, la contribution au bonheur intérieur brut que nous recherchons tous. Les solutions, elles viennent dans les mutualisations et les synergies. Nous-mêmes, nous l'avons compris dans le monde de l'économie sociale et solidaire sur cette nécessité enfin de travailler ensemble. Dans le domaine du tourisme social, il y avait des alliances improbables entre le monde du syndicalisme, les comités d'entreprise et le monde associatif. Aujourd'hui, des choses sont en train de bouger parce que seules les mutualisations, les synergies peuvent nous permettre de nous en sortir. Et quand je regarde aussi effectivement la table ronde constituée ici, je veux remercier le Parlement des entreprises d'avenir parce que c'est une des rares fois où le monde que j'incarne, le monde que vous incarnez, se rassemble, se retrouve. Et si dans les pôles territoriaux de compétition, et si dans les pôles territoriaux, on pratiquait des synergies, si les entreprises classiques faisaient appel à des entreprises d'insertion par l'économique, si les associations pouvaient aussi travailler avec des entreprises plus classiques. Je crois qu'aujourd'hui est en train de se fabriquer quelque chose d'important. C'est l'espoir que je nourris en tout cas. La loi qui est en cours de discussion
au Sénat, je crois, hier, sur l'économie sociale et solidaire. Première lecture au Sénat, elle passera en février. Vous en attendez quelque chose? Enfin, j'imagine que oui, mais concrètement, quoi? Fondamentalement, d'abord, une loi de reconnaissance. C'est la première fois d'abord qu'il y a un ministère. Du symbole, d'abord. Au niveau des symboles. Une identification juridique, enfin, on va découvrir quel est ce contour, quel est ce périmètre de l'économie sociale et solidaire. Et on va pouvoir mettre dans une démarche inclusive tous ceux qui se réclament de l'économie sociale et solidaire, quel que soit leur statut. Vertu n'est pas statut, c'est pas parce qu'on était coopérative mutuelle que seul on doit détenir un monopole dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Quand j'entends les exemples qui sont donnés à cette table, effectivement, je vois que les recherches de profit sont normales, même pour les associations. Si on ne dégage pas d'excédent, on peut se retrouver en difficulté. Et donc, on a là des synergies importantes, évidentes. Et puis, au-delà de l'identification du périmètre que va recouvrer cette reconnaissance au travers de la loi, il y a aussi des avancées considérables qui sont des micro-avancées, comme par exemple donner la possibilité à 2 coopératives agricoles d'avoir une politique de commercialisation en commun. C'est des petites choses tout à fait modestes, mais qui sont importantes, et on attend effectivement un vote positif sur ce projet de loi. Un frein, un obstacle que vous voyez à cette évolution possible? L'obstacle, il était en creux dans ce que j'ai évoqué dans les synergies et les mutualisations, puisqu'on n'a pas l'habitude de travailler ensemble. Donc le fait d'être chacun dans son coin, d'avoir ses propres images, ses propres conceptions, comme le disait mon voisin, la sauce, c'est fait plutôt pour le bac à sable. On ne peut pas être dans un monde sérieux de l'entreprise si on est une association. Or, j'ai donné quelques chiffres quand même qui méritent, non pas le respect, mais au moins d'être entendus. Donc je crois que cet obstacle-là est en train de se lever. Voilà. Ok, donc plus de biodiversité, un écosystème plus complet de l'entrepreneuriat. On vous a promis la parole, la voici. Est-ce que quelqu'un veut réagir, interpeller, commenter? Je vous demanderai à chaque fois, un, de vous présenter pour qu'on sache qui vous êtes, et puis deux, autant que possible, d'être concis pour qu'on puisse faire tourner la parole. Est-ce que les organisateurs peuvent me faire un signe sur les micros? Il y a des micros là-bas. Voilà. Et il y a une question ici, monsieur. Ici, au premier rang. Merci. Est-ce que vous pouvez juste vous lever comme ça, tout le monde vous verra, et vous présenter? Voilà, je suis un travailleur immigré, et c'est en tant que travailleur immigré, je prends parole. Ensuite, je changerai de chapeau pour vous parler de la comptabilité, qui a été évoquée par Romain. En tant que travailleur immigré, je voudrais vous dire que j'ai participé au sommet de Copenhague, qui a été un échec, mais du côté de la société civile. Sommet sur le climat. Oui. Approchez bien le micro, s'il vous plaît. Oui, et je pense qu'on ne peut pas en faire abstraction quand j'entends des entrepreneurs prôner l'exportation et la consommation et continuer à penser en termes de consommateurs. Les gens ne sont pas des consommateurs. On en a fait des consommateurs des gens. Ça, c'est une première chose. Le marché n'est pas quelque chose de naturel. Et en ce qui concerne l'exportation comme solution pour les problèmes de la France, je vous demande d'arrêter d'exporter des centrales nucléaires, par exemple en Inde, où ça va être construit sur du terrain sismique et ça va expulser un tas de tribaux. Et ce n'est pas uniquement la France qui est en cause, il y a aussi la Russie. Mais ce modèle n'est pas viable. Je reviens au problème du changement climatique. Si vous calculez le CO2 équivalent qui a été émis depuis 1865 par les pays dits développés, on est obligé de constater que les pays développés ont dépassé le quota en matière de CO2. Donc les pays développés sont en train de vivre sous l'espace atmosphérique qui appartient aux pays du Sud. Donc, quand les gens en Inde ou en Chine disent que nous voulons avoir la possibilité de consommer comme vous êtes en train de faire, on peut leur donner pour partie raison. Pour partie raison. Mais on sait tous que ce n'est pas viable. Donc, je pense qu'on ne peut pas. Monsieur Lechevin a dit qu'il faut changer les comportements. Je pense qu'effectivement, il faut changer les comportements, mais radicalement, il faut arrêter de consommer.
Et quand je dis il faut arrêter de consommer, il faut sortir de cette idée que sans croissance, on n'est pas bien. Je connais un tas de gens qui sont mieux aujourd'hui alors qu'ils consomment moins. Et ça, c'est les pays du Sud ont des sociétés traditionnelles où on n'était pas dans ces modèles de croissance. Et c'est l'Occident qui a exporté ce modèle de croissance et qui a donné à tout le monde l'idée que sans croissance, on n'est pas bien. J'arrête en tant que travailleur immigré, je prends mon chapeau de comptable. Ce qui est clair, comme Romain a dit, c'est que la comptabilité qu'on utilise aujourd'hui a été pensée pour l'investisseur financier. Je ne dis pas quelque chose de révolutionnaire, c'est écrit dans les normes. Dans toute la littérature de l'International Accounting Standards Committee, on commence par dire que la comptabilité est pensée pour l'investisseur financier. Et quand on a commencé, parce qu'il y a eu un mouvement, on a commencé à dire que mais il faut aussi le penser du point de vue capital social et capital environnemental, il y a des blocages. Et pourquoi il y a des blocages? Parce qu'il y a des institutions qui ont été construites depuis quelques siècles et qui sont là et qui représentent, contrairement à ce qu'on dit, qui ne sont pas là pour essayer de trouver une image objective, mais pour servir des intérêts de l'investisseur financier. Donc je reviens un peu à ce que M. Ventura vous a dit. Je n'ai pas de questions. Si vous voulez, je pose une question à M. Ventura. Vous avez parlé de l'augmentation de la pauvreté. Mais l'augmentation de la pauvreté, c'est une face de la médaille. De l'autre, c'est la construction des fortunes immenses pour certains, des personnes en nombre très réduit. Et on sait tous, ça c'est statistique, que quand on augmente l'inégalité, on augmente également les tensions, les crimes, la violence. Donc voilà. Comment on va sortir de ce modèle violent? Puisqu'on me demande de poser une question, je vous pose une question. Merci. Alors, double question, puisqu'il y a la question comptable et puis la question de l'équilibre de la répartition des richesses. Je n'ai pas de réponse. L'augmentation des inégalités, elle est énorme partout, que ce soit en France, aux États-Unis, en Chine, pareil depuis 10-15 ans. C'est vrai que la pauvreté individuelle augmente, la pauvreté globale des nations n'augmente pas. Mais par contre, la richesse se concentre. Maintenant, la répartition plus équitable, elle dépend, j'ai envie de dire, de nous et des gouvernements qu'on élit et des politiques qu'ils mettent en place. Mais aujourd'hui, on ne prend pas vraiment le chemin dans les 15 dernières années dans le monde entier. J'ai pas de réponse. En période de crise, on observe que le patrimoine des plus grandes richesses, tant au niveau national qu'au niveau mondial, a continué de croître, alors que le patrimoine moyen était plutôt détruit. Est-ce qu'il n'y a quand même pas une question, sans verser dans une espèce d'approche extrême? Mais la question, c'est la question de la redistribution. C'est très bien que les gens s'enrichissent. Moi, je suis très favorable à l'enrichissement. C'était une très bonne nouvelle pour le monde. On a l'impression que la question de la répartition est tabou. Le problème, c'est la répartition. D'ailleurs, c'est Warren Buffett et Bill Gates les premiers qui dénotent le problème. Ils n'ont rien contre s'enrichir eux-mêmes, mais ils trouvent que c'est pas normal que la société ne leur prenne pas un peu plus, une part plus large de leur enrichissement pour le distribuer aux autres. Donc le problème n'est pas l'enrichissement, ça c'est une bonne nouvelle pour le monde. Le problème est la captation de cet enrichissement et le partage de cet enrichissement avec l'ensemble de la société. Et donc la redistribution. Donc c'est là où il y a un vrai problème, que ce soit en France ou aux États-Unis. La redistribution, elle n'est plus là. Parce qu'on a presque l'impression dans les débats, en tout cas dans l'écho médiatique dominant, que la notion même de redistribution est devenue politiquement incorrecte. Il y a une pression anti-redistributive, non? Enfin, je sais pas, Encore en France, on redistribue beaucoup plus, mais quand on regarde les États-Unis, etc.,
C'est certain qu'il y a une pression qui fait que cette redistribution... Le débat sur le Obamacare agité par le Tea Party en est l'illustration. Tout à fait. Donc voilà, donc c'est ça le problème, c'est qu'on se mobilise. Il ne faut pas se mobiliser pour empêcher la création de richesse. La création de richesse, c'est une très bonne nouvelle. Il faut se mobiliser pour créer des mécanismes de redistribution beaucoup plus équitables et qui aillent aux personnes qui ne profitent pas de cette création de richesse. Charles Kloukov. Oui, juste un petit mot pour dire, je me demande si à l'instar de ce que disait Romain, sur les particuliers, entre guillemets, et notamment dans les autres sociétés, asiatiques, hindoues ou autres, il ne faudrait pas également avoir une notion de richesse mesurée non pas uniquement sur les biens matériels, parce qu'ils n'ont pas forcément historiquement cette culture-là, mais c'est également sur la biodiversité, sur la richesse sociale, etc. Moi, je me suis largement interrogé en tant qu'entrepreneur, et c'est assez paradoxal du point de vue de l'angle économique, sur la nécessité d'exporter certains produits que nous fabriquions. Je me suis dit, est-ce que je ne vais pas me sentir coupable d'exporter des choses dont ils n'ont pas besoin à l'autre bout du monde, même si ça contribue à la performance économique. Et j'adore voyager, j'ai voyagé dans un certain nombre de pays, et au milieu des populations, et j'ai vu à quel point notre modèle n'était pas transposable partout, et il crée des facteurs de déséquilibre. Donc la question de l'inégalité est une vraie question à laquelle il est très difficile de répondre, mais par contre, ne mesurer entre guillemets les inégalités que sur la notion de richesse matérielle, à mon avis, est un schéma erroné au même titre qu'il est pour les entreprises. Romain. Et pour preuve, quand on regarde simplement l'usage de la monnaie dans le monde, les transactions de matière et d'énergie dans le monde, donc de biens, de services, les transactions de biens et de services dans le monde, ne représentent que 3% du PIB mondial. 97% des échanges monétaires ne sont pas associés à un échange de biens et de services. 40% sur la spéculation de la monnaie qui n'a rien à voir avec les échanges précédents, le reste sur les produits financiers. Est-ce que la monnaie a été créée pour ça ? Question. Est-ce que les profits dégagés par ces actions spéculatives, qui se reversent en partie sur l'économie réelle, est-ce qu'elle le fait de façon soutenable ? Et est-ce qu'elle le fait de façon équitable ? Je crois que là, le gros point noir, il est là aussi. Il ne faut pas le négliger quand même. Un point donc très sensible sur la finance, évidemment, sur la place de la finance. Il ne faut pas l'oublier. Et les règles. De toute façon, je crois que tout est lié. Quand je parlais tout à l'heure d'une entreprise, on devait définir l'entreprise comme une entité économique dont l'objectif est plus vaste que de créer du profit, ça élimine 90% des activités des banques qui n'ont aucun autre objectif que de créer du profit pour eux-mêmes. Mais c'est vrai que 90% à 95% de la spéculation est purement une activité dont l'objet est de créer du profit. Il ne sert à rien au système économique mondial. Donc c'est certain qu'une fois qu'on remet les pendules à l'heure et qu'on dit les entreprises ont une mission sociale qui est plus large que créer du profit, on va faire du ménage. La question c'est comment ? La question, c'est comment on remet cette industrie qui est en... À partir du moment où vous parliez tout à l'heure de quelle réforme a été faite en France dans le domaine, ou même d'ailleurs mondialement, suite à la crise des subprimes dans le secteur financier. Aucune, parce que justement, on a pas remis les pendules à l'heure. Mais si on commence à dire, écoutez, une activité entrepreneuriale a un objectif plus vaste que de créer du profit, et d'ailleurs on n'autorise pas des activités entrepreneuriales qui ont un seul objectif qui est créer du profit, ben voilà, on va absolument faire le ménage. Alors, question, réaction ? Allez-y, jetez-vous à l'eau. Non ? Personne veut ? Si ? Voilà. Bonjour. Bonjour, merci. Je m'appelle Fabien Rodin. J'ai un pied dans l'expression artistique et un pied dans l'expression entrepreneuriale. Je suis écrivain, j'écris des romans, des pièces de théâtre où je mets en scène ce à quoi je crois. Donc je passe plutôt par la métaphore pour transmettre des choses autour et de l'évolution des personnes et de la protection de la terre et de l'humanisme. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième, c'est que j'accompagne l'intelligence collective, notamment auprès des entrepreneurs, en créant des systèmes d'entraide. Ma réaction, qui sera aussi sous forme de question à la fin, je vais très très vite, ne vous inquiétez pas, c'est la chose suivante, c'est que je voudrais dire que je suis aussi en opposition personnellement avec l'idée de faire plus avec moins. Je voudrais vous proposer l'idée, je n'invente pas évidemment, je suis juste porteur de ça, de faire mieux avec moins. Et ce que je voudrais défendre, c'est juste une chose, et je vous salue vous
Et puis le monsieur que j'ai entendu tout à l'heure, qui s'est présenté comme immigré, je vous salue avec mon cœur, je veux dire humainement, simplement, pour dire la chose suivante. C'est que je crois qu'en Europe et en France, oui, on a une capacité d'innovation incroyable. On a créé un système, un miroir aux alouettes. Et aujourd'hui, on se dit parfois, oui, mais les autres, les pays qui sont plus pauvres, ils veulent faire comme nous. Mais ce qui est rigolo, c'est que eux, souvent, ils sont plus heureux que nous. On est le 5e pays le plus riche du monde et on est le plus déprimé et le plus pessimiste. Alors ce que j'ai envie d'envoyer comme message, c'est à quoi bon faire ça? Ça sert à quoi? Juste à rien du tout, puisque le but de toute personne, c'est le bonheur. Les Grecs anciens l'ont dit, les philosophes actuels le disent, on n'a pas d'autre objectif. Tous autant qu'on est, on vise le bonheur. Et qu'est-ce qu'on a créé? Un système qui ne crée pas du bonheur. Alors ma proposition, c'est, on a incarné un système qui ne fonctionne pas, incarnons un système qui fonctionne, soyons un phare pour le monde, on l'a été il y a 200 ans, redevenons un phare pour le monde autrement, non pas avec plus, mais avec mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Je finis par une question pour faire semblant que ce soit une question, bien sûr. On a bien compris. Bon, moi j'ai une objection à vous faire quand même, c'est avec quoi on va acheter nos antidépresseurs. Et quand même, il faut s'il aussi vous plaît, penser. alors j'ai envie de réagir à ça parce que stop aux antidépresseurs, il y a des milliards de méthodes qui fonctionnent beaucoup mieux que les antidépresseurs. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais j'ai une spécialité aussi là-dessus. Alors stop aussi aux antidépresseurs. Très bien, merci pour l'échange. Je précise juste que j'ai bien dit offrir mieux avec moins tout à l'heure. J'ai pas dit plus, attention. Oui. On a dit mieux. J'ai entendu plus à un autre moment, mais je suis pas... Ah, attention, c'est bien différent, je suis bien d'accord avec vous. Je crois pas qu'ils soient en opposition avec ce que vous avez pas dit. du tout. Non. Je vous rejoins totalement en plus. Merci. Quelqu'un d'autre? Madame, ici, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir le micro pour madame? Bonjour. Bonjour, j'accompagne depuis 10 ans des entreprises dans un réseau qui s'appelle les entreprises humaines. Et ma question est-ce que vous ne croyez pas qu'on fait toujours plus de la même chose en ce qui concerne les problèmes qu'on traite ce matin? C'est-à-dire, j'ai l'impression, j'ai 54 ans, à 20 ans, je militais contre le nucléaire, ça n'a rien changé. Donc je pense qu'on fait toujours plus de la même chose et je pense que certains intellectuels français, par exemple, disent que si nos élus étaient tirés au sort, on aurait moins de chances de dévier dans des extrêmes comme on va actuellement. Et je trouve que c'est assez osé comme point de vue de penser que des gens tirés au sort, finalement, auraient plus de bon sens que des gens qui font des carrières et donc qui alimentent toujours plus de la même chose, de l'ambition, etc. Et est-ce que vous ne pensez pas qu'au niveau de l'entreprise, c'est pareil? C'est-à-dire, moi, je fréquente beaucoup d'entrepreneurs qui sont comme vous. Ce sont des gens qui travaillent, qui essayent de créer de la richesse, qui embauchent des gens, qui font travailler des gens, qui ont déjà un rôle social assez développé. Alors comment ça se fait qu'on se fait pirater notre économie, notre société, tout ça, par des gens qui ne font que du profit de tout ça, quoi? On est majoritairement des gens qui se levons pour aller travailler pour un monde meilleur et qui n'avons pas envie de polluer, je crois. Donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'on fait toujours plus de la même chose? Qui veut répondre? Monsieur Leschevin. Au moins, parce que vous avez fait une allusion au nucléaire, c'est vrai qu'on peut être des fois un peu déprimé en disant on a l'impression que rien ne change, etc. Mais sur la question du nucléaire, et donc la question du tout nucléaire, pour moi, en fait, tout ce qu'on a dit les uns les autres et qu'on partage, du mieux et du différent avec moins, c'est antinomique avec l'idée du tout. Et c'est vrai qu'on a construit des modèles économiques sur le tout. Alors il y a eu le tout nucléaire, puis après il y a eu le tout diesel. D'ailleurs on voit dans quelle, excusez-moi du terme, dans quelle merde on est le jour où on prend conscience que c'est une connerie. Mais sauf qu'on ne va pas encore faire punir les gens qui ont acheté une voiture diesel au fin fond de la campagne, qui est en général pourrie, qui payent beaucoup de diesel pour aller au boulot, etc. Donc on voit bien les limites du tout. Alors, il y a quand même des choses qui bougent, par exemple, dans nos scénarios, mais ce n'est pas que dans nos scénarios, c'est dans le cadre des politiques publiques, on a compris que l'avenir n'était pas au tout nucléaire, mais à une réduction du nucléaire. D'ailleurs, le président de la République s'est engagé à une réduction de la part du nucléaire de 50% à l'horizon 2025. On n'y est pas encore. Et la résistance est forte. La résistance est forte. Y compris syndicale, d'ailleurs. Mais
les statu quo, ça fait partie des problématiques des corps organisés, qu'ils soient d'ailleurs syndicalistes ouvriers ou syndicalistes dirigeants d'entreprise, parce qu'il y a des modèles économiques qui ont fait les beaux jours et qu'on pense qu'il n'y a pas d'avenir en dehors de cela. Mais ça veut dire qu'il faut que l'ensemble de la société fasse bouger. Et de toute manière, cet objectif, il faudra que nous l'atteignions. Et comment on l'atteindra? Ce n'est pas en disant aux gens on va revenir à la bougie. C'est qu'on va développer, et c'est ce qu'on est en train de faire, massivement les énergies renouvelables. Et donc, je suis d'accord avec vous que des fois, on a un peu coup de déprime parce qu'on a l'impression que rien ne change et qu'on recommence toujours pareil. Mais il y a quand même des perspectives. Et par exemple, pour moi, il y a antinomie entre les logiques du tout. On découvre un miracle. C'est comme un jour, on aurait découvert le miracle du gaz de schiste. Alors, c'est le nouvel Eldorado de sortie de crise. Mais tout ça, c'est des petites circonstances dans l'histoire de l'humanité qu'il faut absolument... Ce n'est pas des nouveaux Eldorado. Donc, il ne faut vraiment pas rentrer dans cette logique. Toute logique du tout est condamnable parce que c'est antinomique avec l'idée du mieux et du différent avec du moins, parce qu'on doit partager. Et sur l'efficacité énergétique, évidemment, nos amis de la planète qui partent de très loin et qui veulent accéder eux aussi au bonheur, et le bonheur, ce n'est pas que la surconsommation, mais c'est de pouvoir vivre dignement, et bien, ce n'est pas eux qui vont d'abord faire l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, ça sera d'abord les Occidentaux, les Européens et les Français, et il faut s'y mettre maintenant. Ok. Arnaud, moi, juste, je pense que le monde change très très vite. Beaucoup de choses positives se passent. C'est vrai qu'en France, on a un tropisme pour le pessimisme et pour voir tout en noir. Mais en réalité, non, le monde change vite. Il y a beaucoup de choses qui se passent, qui évoluent. Moi, je regarde, quand j'ai créé Planète il y a 15 ans, il y avait 5 millions de personnes dans le monde qui avaient accès à la microfinance. Je m'imaginais, j'avais 24 ans, je m'imaginais, d'ici la fin de ma vie, je verrais la microfinance devenir un secteur important et intéresser les banques et le secteur financier. 15 ans plus tard, il y a plus de 200 millions de personnes qui ont accès à la microfinance. Il y a un certain nombre de pays où les plus grandes banques du pays sont des institutions de microfinance. Au Kenya, la première banque du pays est une institution de microfinance qui touche 8 millions de clients. Quand j'ai créé Planète, je suis allé au Kenya pour démarrer notre projet. La première institution de microfinance là-bas avait 30 000 clients. Alors qu'aujourd'hui, c'est une banque dirigée par des entrepreneurs sociaux dont l'objectif est de servir des clients en leur offrant un service leur permettant de sortir de la pauvreté. Donc c'est vraiment... Donc le monde change très vite. On est évidemment, nous, dans notre petit coin ici en France, on ne voit pas forcément tout, mais ça change très vite. Et je pense que cette tendance, moi je suis quand même très optimiste. Évidemment, le défi est énorme. Et le changement, quand on parlait changement de monde ou crise, si on parle d'un changement de monde, si on parle d'un changement de civilisation, c'est énorme. Cela dit, le monde change vite, il y a beaucoup de personnes sur cette planète, il y a beaucoup d'innovateurs, et donc moi je suis très optimiste sur le fait que non, c'est pas toujours la même chose. Il se passe beaucoup de choses. On peut prendre une ou deux dernières interventions avant de rendre l'antenne. Madame. Oui, bonjour, Evelyne Tonelli, Bonjour. Radio Éthique, web radio du développement durable depuis 8 ans. J'adhère pleinement à tout ce que vous dites. Croissance sobre, bonheur intérieur brut. Est-ce que nous ne sommes pas en fait quand même des irréductibles Gaulois au milieu d'un monde qui n'entend pas du tout ce sujet? Et qu'est-ce que vous représentez par rapport au MEDEF? Je veux dire, est-ce que c'est un courant de fond ou est-ce qu'on est des utopistes et des humanistes complètement hors circuit? Qui veut répondre? Moi, avec grand plaisir, et merci pour cette question, parce que ça me trotte dans la tête depuis un quart d'heure. Très clairement, bon, moi je suis dans le monde industriel de la synthèse, donc j'ai affaire aux grands groupes industriels mondiaux, de la pétrochimie, du minéral, etc. Et certains groupes financiers aussi. Je peux vous dire qu'ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là parce qu'ils auraient déjà quitté la salle, donc il n'y aurait plus personne dans la salle. Hein? Ou alors certains se seraient un petit peu dit, vous êtes des rêveurs, etc. Donc en gros, il faut bien voir que cette salle-là, je suis désolé, mais nous ne représentons rien. Rien. Quasiment rien. Alors, est-ce qu'il ne faut pas espérer si? Simplement, il faut réfléchir comment... Je vais reprendre des antidépresseurs, hein, si vous n'y voyez pas l'inconvénient. Comment, en étant rien et en pensant être dans le bon sens, est-ce qu'on peut créer des points de bascule? Je pense que ça, c'est la vraie question. C'est la vraie question d'entrepreneurs d'avenir. C'est la vraie question des réseaux. C'est la vraie question de la stratégie du cheval de Troie. Moi, je pense qu'il faut pouvoir introduire dans l'économie des modifications génétiques,
mais des bonnes cette fois-ci, où apparemment tout le monde est à peu près d'accord. C'est pour ça que moi je travaille sur la TVA circulaire, parce que tout le monde est d'accord, donc ça c'est génial. Sauf qu'ils n'ont pas vu que derrière la TVA circulaire, c'est un truc d'enfer. Parce que du coup, ça va pénaliser ce qu'on n'aime pas et ça va finalement faire progresser ce qu'on aime. Donc je pense qu'il faut qu'on réfléchisse tous ensemble comment, quelque part, on peut le faire. Parce que dans ces entreprises qui s'en moquent, entre guillemets, dans ces grands groupes mondiaux qui s'en moquent, il ne faut pas oublier que dans tous ces grands groupes, il y a des personnes qui sont formidables. Et il y a des personnes qui nous rejoignent. Donc comment est-ce qu'on les met en route, ensemble, dans leur groupe, etc. Je pense que ça, c'est une vraie question à traiter au travers du réseau Entrepreneurs d'Avenir, par exemple. Ok. Nathalie Vauthier. J'aimerais ajouter, ça rejoint les questions, c'est une question de personne, c'est une question de volonté, et ça c'est important. Enfin, on parle d'entrepreneurs d'avenir, les entrepreneurs de demain, les leaders de demain, je pense qu'ils vont devoir aussi prouver leur talent d'entrepreneurs de sens, de favoriser l'échange, l'innovation, et justement d'être plus heureux, parce qu'on parle du produit intérieur du bonheur, on parlait du pessimisme, et l'optimisme c'est un moteur à l'initiative, et chez Ekiog on en parle beaucoup, parce qu'évidemment tous les jours c'est un vrai combat, il y a énormément de facteurs complexes à gérer, pour autant c'est possible, et il nous faut pour demain de plus en plus d'entrepreneurs de sens dans notre pays pour faire justement changer les choses, parce que hélas aujourd'hui on ne représente pas grand chose. Bon. Je voulais juste un petit mot d'espoir. Tout dernier mot, s'il vous plaît. C'est les jeunes, nos enfants. On les a mis dans l'idée d'une société de consommation avec des comportements très individualistes. Ils l'ont été, mais ils savent aussi être coopératifs, collaboratifs. Ils sont de moins en moins dans la logique de propriété. Ils sont dans du service, ils sont dans l'usage, ils sont dans la fonctionnalité. Et donc maintenant, le bonheur, c'est pas d'avoir la plus grosse voiture, c'est de pouvoir se déplacer dans des bonnes conditions, de la manière la plus coopérative et la plus intéressante possible. Comme quoi, indépendamment de ce qui existe et des logiques économiques, le changement, il arrivera aussi avec les générations futures qui ont accédé à tous les moyens de communication chez eux, mais aussi au niveau de la planète. Charles Kloboukov. Oui, je trouve l'idée d'entrepreneur de sens, entre guillemets, très porteuse, parce que effectivement, on manque d'outils de lobbying pour introduire ces modifications génétiques. On a en face de nous, nous qui sommes peut-être 2 ou 3%, représentons 2 ou 3% de l'économie, contre 97%, on n'est pas très organisé, effectivement. Donc on a peut-être moyen de créer des commissions pour pouvoir remonter des propositions, effectivement, et créer des points d'inflexion qui vont peut-être contribuer à faire émerger. Mais essayons peut-être de nous organiser, on va peut-être en parler effectivement. Il y a déjà Ashoka, il y a des réseaux qui existent dans l'économie solidaire. Dans l'économie de sens, entre guillemets, pas encore. À nous de les créer. Bon, je retiens quelques mots-clés. Une question très concrète sur la fiscalité que vous avez tous évoquée et repris à votre compte. Cette question du réseau, de l'organisation, de comment peser du lobbying pour ce changement d'échelle. L'espoir dans les jeunes générations et la construction sur ce qui est fait aussi et qui est positif, et pas seulement le recours aux antidépresseurs. Avec un dernier clin d'œil, donc Charles Kloboukov qui a écrit Itinéraire d'un entrepreneur engagé, c'est un livre qui vient de sortir et dont je vous recommande la lecture, entre autres lectures inspirantes. Merci à nos intervenants. Merci à vous, les échanges se poursuivent toute la journée et bonne fin de Parlement. Bonne journée.